Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la même collection. Dans la même collection. 1. Jacques-Olivier Boudon dire Brumaire. La prise de pouvoir de Bonaparte. 2. Jean Tullard, La province au temps de Napoléon. Conférence de l'EPHE établie par Jean Tabeur. 3. Jacques-Olivier Boudon dire Armée, guerre et société à l'époque napoléonienne. 4. Jacques-Olivier Boudon dire Le Concordat et le retour de la paix religieuse. 5. Andrej Pike, Les souvenirs du vieux Slovène. En Russie avec la Grande Armée. Recueilli et mis en forme par Josip Jušić, traduit du slovène et présenté par Alain Jetchich. 6. Franz Witter, Les provinces illyriennes. 5 études. Édition conçue et préparée par Alain Jetchich. 7. Souvenirs du Mamluk Ali sur la campagne de Russie en 1812. Manuscrit déchiffré, établi, présenté et annoté par Jacques Jourquin. 8. Théodore von Papet, Journal de ma campagne de Russie. Traduit par Annette et Dietmar et Husler. Présenté et annoté par Alain Chappet. 9. Jacques-Olivier Boudon dire Police et gendarmerie dans l'Empire napoléonien. 10. Un député à travers la Révolution et l'Empire. Journal de François-Jérôme Riffard Saint-Martin. 1744 à 1814. Introduction. Édition et notes par Jacques-Olivier Boudon. 11. Jacques-Olivier Boudon dire Napoléon et les femmes. 12. Jacques-Olivier Boudon dire Napoléon Ier, Napoléon III bâtisseur. 13. Souvenir en bonne partie inédit du Mamluk Ali. 1813 à 1815. Manuscrit déchiffré, établi, présenté et annoté par Jacques Jourquin. 14. Jacques-Olivier Boudon dire Les provinces illyriennes dans l'Europe napoléonienne. 1809 à 1813. 15. Jacques-Olivier Boudon dire Sous l'empire de Joséphine. 16. Jacques-Olivier Boudon Rémy M. de la Côte dire La crise concordataire. Catholique français et italien entre Pie VII et Napoléon. 1808 à 1814. 17. Jacques-Olivier Boudon dire La cour sous le Premier et le Second Empire. 18. Jacques-Olivier Boudon dire La marine sous le Premier et le Second Empire. 19. Jacques-Olivier Boudon dire Le choc des empires. France et Russie. 1798 à 1870. 20. Jacques-Olivier Boudon dire Bonaparte et l'Orient. L'expédition d'Égypte. 1798 à 1799. Illustration de couverture. Portrait de Houdon modelant le buste de Bonaparte, vers 1802. Voyez Julien Léopold, 1796 à 1874. Houdon Jean-Antoine, 1741-1828. Copyright RMN Grand Palais, Musée du Louvre, Franck Raux. Les auteurs. Jacques-Olivier Boudon, ancien élève de l'École normale supérieure, et professeur d'histoire de la Révolution et de l'Empire à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université et président de l'Institut Napoléon. Il est à ce titre chargé depuis 2012 du colloque annuel organisé par la ville de Rueil-Malmaison, dans le cadre du label Ville impériale. David Chantrane, journaliste, historien et historien de l'art, diplômé de l'Université Paris-Sorbonne, administrateur de l'Institut Napoléon. David Chantrane est rédacteur en chef du magazine Napoléon Ier, revue du souvenir napoléonien, ainsi que d'autres publications d'histoire. Il est également attaché de conservation du musée Napoléon de Brienne-le-Château. Bernard Chevalier, historien de l'art, est conservateur général honoraire du patrimoine, spécialiste de mobilier et d'objets d'art, Premier Empire, ancien directeur du musée de Malmaison, demeure de Joséphine dans les Hauts-de-Seine, de Bois-Préau et des musées napoléoniens. Bernard Dégout, docteur HDR en littérature, est directeur de la maison de Châteaubriand, domaine départemental de la Vallée-aux-Loups. Veronica Granata, docteur en histoire moderne et contemporaine de l'Université de Rome La Sapienza, est chercheuse au sein du service d'histoire contemporaine de l'Université de Liège, unité de recherche mémoire et prospective.
Ses travaux de recherche et ses publications portent sur l'histoire politique, religieuse et culturelle de la France et de l'Italie des XVIIIe-XIXe siècles. Jean-Marc Auvasse, professeur de littérature française à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, est spécialiste de Victor Hugo et de la poésie française du XIXe siècle. Gennaro Toscano, professeur des universités, détaché depuis mai 2016 en tant que conseiller scientifique pour le musée, la recherche et la valorisation des collections, Direction des collections, Bibliothèque nationale de France. Sophie Vanden Abeelemarchal, maître de conférences habilitée à diriger des recherches en littérature française du XIXe siècle à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Spécialiste du romantisme, elle se consacre notamment à l'œuvre de Vigny, co-dirigeant l'édition de sa correspondance générale, 6 volumes parus. Charles-Éloi Vial, archiviste paléographe, docteur en histoire, est secrétaire général de l'Institut Napoléon et conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Michael Vottero, conservateur du patrimoine et docteur en histoire de l'art. Après des études de lettres classiques et d'histoire de l'art, il a consacré sa thèse de doctorat à la peinture de genre sous le Second Empire et les premières années de la Troisième République, publiée aux presses universitaires de Rennes en 2012. Il poursuit ses recherches en histoire de l'art autour de la notion de sculpture de genre et des productions artistiques destinées au marché de l'art dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ses recherches portent également sur l'enseignement des arts au XIXe siècle, autour des ateliers de Léon Cogniet ou d'Alexandre Cabanel, notamment. Introduction, par Jacques-Olivier Boudon. Dès la fin du Moyen Âge et surtout à partir de la Renaissance, les princes ont contribué, en Europe, à l'essor des arts et de la littérature par les commandes qu'ils passèrent et la protection qu'ils accordèrent aux artistes et écrivains, ayant bien conscience que l'art était un moyen de valoriser leur action. Les souverains français, surtout à partir du XVIIe siècle, ont été particulièrement actifs dans ce domaine, Louis XIV notamment encourageant les meilleurs écrivains de son temps, de Corneille à Molière, comme les peintres et les sculpteurs les plus talentueux, avant de réunir les artistes dans la transformation du château de Versailles. Les artistes sont ainsi mis au service de la défense et illustration de la monarchie. Tableaux des souverains en pied, en habits de sacre ou à cheval, et statues équestres notamment doivent contribuer à incarner une monarchie qui s'identifie avec le corps du roi. Les souverains du XIXe siècle sont héritiers de cette tradition française et européenne, à commencer par Napoléon Ier puis Napoléon III. Les deux empereurs ont eu à cœur d'associer artistes et écrivains à la glorification de leur règne, selon des modalités et des succès variables. Le jeune Napoléon Bonaparte a très tôt compris l'importance de l'image dans l'élaboration d'une communication, ou propagande, visant à magnifier ses actions. Acceptant de poser, dès l'époque de la première campagne d'Italie, pour peintres et sculpteurs, il contribue à donner une image aux vainqueurs de Rivoli, Lodi ou Arcole. L'écrit n'est pas oublié, même si le jeune général compte surtout alors sur ses propres talents de plume pour faire connaître ses victoires, à travers des journaux fondés à cet effet, comme par le truchement des comptes rendus qu'il adresse au directoire. Mais il sait déjà tout l'intérêt qu'il y a à s'associer les talents d'hommes de plume. À la veille de partir en Égypte, Bonaparte s'entretient avec l'écrivain Antoine-Vincent Arnaud qu'il avait connu à l'époque de la campagne d'Italie et qu'il avait envoyé administrer les îles Ioniennes en 1797. Il lui annonce qu'il souhaite l'emmener avec lui, et lui confie le soin de lui trouver des artistes dignes de participer à l'expédition. Arnaud a raconté l'épisode dans ses souvenirs. « Au printemps, me dit-il, nous ferons parler de nous, vous serez des nôtres. Mais je désirerais emmener, indépendamment de vous, un poète, un compositeur de musique et un chanteur, trouvez-moi cela. Proposez la chose à Ducis, à Méhul et à Lay. Voilà les gens qui me conviendraient. Ils seront en rapport intime avec moi. Ils recevront 6 000 francs de traitement pendant tout le temps que durera l'expédition, et cela indépendamment des traitements attachés aux places qu'ils pourraient avoir et qu'ils reprendraient à leur retour. Mais où les mènerez-vous, général ? Où j'irai ? Je m'expliquerai là-dessus quand le temps sera venu, en attendant qu'il se fie à mon étoile. » Devenu premier consul, Bonaparte continue à faire largement appel aux artistes pour mettre en scène ses actions et magnifier son pouvoir.
David, l'ancien conventionnel, organisateur des grandes fêtes de la Révolution, devient le maître d'œuvre de cette glorification du nouveau régime, bien secondé par un groupe de disciples qui profitent pleinement d'un nouveau contexte politique et économique pour faire valoir leurs talents. L'encouragement aux arts passe par des commandes officielles, par la renaissance des salons de peinture et de sculpture qui, tous les 2 ans, permettent au public éclairé de voir les nouvelles créations des artistes contemporains, mais aussi de les acheter. Un véritable marché de l'art se développe, les nouveaux riches que sont les princes français et les membres de la noblesse d'empire contribuant à la création de collections parfois impressionnantes. Les guerres ont aussi contribué à cet essor des collections privées, mais aussi publiques, les spoliations d'œuvres d'art pratiquées à grande échelle en Europe depuis l'époque de la Révolution, y contribuant, de même que les confiscations personnelles ou achats à bas prix dans les pays conquis. Vivant Denon, directeur du musée Napoléon, véritable ministre de la Culture sans le titre de l'empereur, a largement contribué à cette réunion au Louvre de la plus grande collection d'œuvres d'art européens. Les musées des départements de l'Empire en profitent également. Car avec la Révolution et l'Empire et la création des musées, l'art se met à la portée de tous. Le château de Versailles lui-même a été transformé en musée spécial de l'école française. Le palais du Luxembourg accueille à nouveau un musée d'art à partir de 1803, dirigé par Jean Néjon. Si peintres, sculpteurs et architectes sont largement tributaires des commandes publiques, il n'en est pas de même des écrivains qui vivent davantage de la vente de leurs ouvrages à un public plus ou moins large. Napoléon ne s'est pourtant pas désintéressé de la littérature, d'abord en réorganisant l'Académie française au sein de l'Institut, en y créant des prix décennaux, tout en contrôlant l'élection des nouveaux membres. Il est attentif aux talents de son époque, et sait saluer un Chateaubriand par exemple, auteur du génie du christianisme. Pourtant de Chateaubriand à Germaine de Staël, en passant par Benjamin Constant, l'impression prévaut que les principaux écrivains de son temps ont basculé dans l'opposition à Napoléon après l'avoir soutenu. Il est vrai que ces auteurs sont les seuls à avoir survécu, mais à l'époque, nombre d'auteurs aujourd'hui oubliés, parfois censeurs, et souvent membres de l'Académie française, ont comme les artistes tenté de glorifier l'œuvre impériale. La poésie d'éloge connaît alors un succès incontestable. Pourtant, le pouvoir se méfie des écrits comme il se méfie aussi des images, des caricatures en particulier, allant jusqu'à légiférer en la matière. Le contrôle est d'abord plus ou moins tacite, et conduit à la saisie d'ouvrages jugés contraires à la ligne du gouvernement. Il s'institutionnalise à partir de 1810 avec la création du Direction de l'imprimerie et de la librairie, qui instaure un contrôle a priori des manuscrits. La censure s'impose aux livres, aux articles de presse, comme aux livrets de théâtre ou d'opéra. Contrôler et orienter la production artistique est une obsession de Napoléon. Elle doit servir à magnifier son œuvre et à pérenniser la figure du souverain. De ce point de vue, des tableaux comme le Couronnement par David ou les Pestiférés de Jaffa de Gros ont sans doute davantage contribué à la formation de sa légende que bien des écrits. Quant aux écrivains, il connut avec eux une victoire posthume. Si Constant se rapproche de Napoléon dès les 100 jours, il faudra attendre la mort de l'empereur à Sainte-Hélène pour que se rallient à sa mémoire adversaires d'hier comme Chateaubriand ou jeune pousse de la monarchie restaurée à l'image de Vigny, Hugo, Lamartine ou encore plus Balzac qui fait de Napoléon l'un des héros de la comédie humaine. Napoléon III n'est pas en reste en matière de contrôle de la production artistique. Les commandes publiques affluent. Artistes et écrivains sont choyés, invités aux séries de Compiègne, ou décorés de la Légion d'honneur, écrivains comme Mérimée, Dumas, Goncourt, Flaubert ou Daudet, musiciens comme Gounod, Liszt, Berlioz, Offenbach, peintres comme Ingres ou Delacroix sont distingués par le régime. Mais comme sous le Premier Empire, la littérature est le lieu privilégié de l'opposition politique au régime. Victor Hugo par ses écrits, comme par son exil prolongé, contribuant à affaiblir l'image d'un régime protecteur des arts. La censure s'impose comme à l'époque de son oncle, mais l'évolution des techniques et du goût du public favorise une plus grande liberté d'expression. Peintres et sculpteurs par exemple, trouvent de nouveaux acheteurs parmi ces nouveaux clients que sont les acquéreurs d'appartements haussmanniens désireux de décorer leurs murs à des coûts modérés. De leur côté, les artistes s'émancipent de la tutelle des salons officiels, obligeant le pouvoir à mettre en place un salon parallèle, salon dit des refusés.
En littérature aussi, la liberté s'impose. Mérimée et Sainte-Beuve, par ailleurs membres du Sénat, ont laissé une œuvre, mais pointent aussi de jeunes auteurs qui cherchent à se dégager du régime à l'image d'Émile Zola ou Jules Vallès. Les textes proposés dans ce volume sont issus d'un colloque qui s'est tenu le 30 novembre 2019. L'initiative en revient à la mairie de Rueil-Malmaison qui s'est chargée de toute l'organisation matérielle d'une manifestation qui s'est désormais inscrite dans le paysage scientifique. C'est en effet le 9e colloque organisé dans le cadre de Rueil Ville Impériale. Les actes des précédents colloques ont été publiés dans la même collection. L'Institut Napoléon a de son côté pris en charge l'organisation scientifique de ce colloque, qui s'est déroulé à la médiathèque Jacques Baumel. Il m'est agréable de remercier tous ceux qui, à commencer par le maire de Rueil-Malmaison, Patrick Ollier, ont contribué au succès de cette manifestation, M. Olivier Delasserre, adjoint à la culture, Guylaine Bise et toute l'équipe de la médiathèque. Près de 200 auditeurs ont suivi les débats suscités par ce colloque. Il est à souhaiter que plusieurs centaines d'autres prendront connaissance des actes aujourd'hui proposés, qui sont aussi une invitation à approfondir les recherches consacrées aux deux empires. Paris, septembre 2020. La représentation de Napoléon par les peintres, par David Chanteran. À la différence de leurs confrères sculpteurs ou graveurs de médailles, les peintres n'ont jamais pu prendre exemple sur leurs antiques prédécesseurs. Et pour cause, la toile n'est devenue un support de représentation à l'échelle de la création et si l'on accepte évidemment les peintures rupestres ou à fresco, que fort récemment. Aussi les références sont-elles bien différentes de celles employées pour les bustes en marbre ou pour les pièces de monnaie. Bien éloignées sont donc leurs considérations créatives à la suite du discours, prononcé par l'empereur en personne, qui déclare devant une députation de la 4e classe de l'Institut, le 16 avril 1808, « J'ai à cœur de voir les artistes français effacer la gloire d'Athènes et de l'Italie. » D'une certaine manière, les peintres ont tout à créer. Seuls les quelques siècles passés leur servent de maître étalon. Et parmi les grands peintres, songeons à Clouet, Rubens, Philippe de Champaigne, Rigaud, Van Loo, Calais, pour ne citer que les portraitistes attitrés des rois de France. Ce constat rappelé, il va sans dire qu'évoquer la représentation de Napoléon par les peintres, si elle devait être exhaustive, nous conduirait à couvrir plusieurs décennies, donc à dépasser de beaucoup l'espace imparti. Le processus de création. Entre les deux empires, et même de la Révolution française aux années 1890 pour être large et englober la totalité d'une production homogène, les évolutions de l'image sont nombreuses. On peut même parler de transformation radicale. Le fondateur de la dynastie subit sur la toile, ou bénéficie, c'est selon, de multiples modifications. Tout débute non pas avec Pontornini, désormais avéré comme un faux, mais avec Giuseppe Longhi. Suivent Baclair d'Albe, Gros, Lafitte, Appiani et David, lors de la première campagne d'Italie, Dutertre en Égypte, Lejeune, Desmaringot, Boilly où Bonaparte est alors entouré des deux autres consuls Cambacérès et Lebrun, puis Isabey, Gérard et Prudhon pour le repos de Bonaparte à Malmaison, Ingres, lorsqu'il est à Liège, Lefebvre et Giraudet devenus souverains, Reune en clair-obscur et jusqu'à Moses qui le présente pour la scène finale de Sainte-Hélène. Tous contribuent à forger et construire la silhouette figée ou en action, officielle ou davantage spontanée, et que Napoléon soit vivant ou mort. Ensuite, après 1821, vient le tour de leurs élèves ou héritiers, les Vernet, Charlet, Delaroche, Philippe Otto, Bouchot, Messonnier, Jérôme et autres de taille sans omettre le fameux Jacques Onfroy de Bréville, dit Job. Ils accompagnent, en une seconde salve, le mouvement engagé. Ils cherchent à simplifier le trait, à proposer une interprétation personnelle, étape quasi indispensable à la légende qui s'est pourtant très tôt emparée du sujet mais qui a entre-temps subi l'arrêt de rigueur de la Restauration. Les typologies représentatives. Les scènes sont multiples, les postures tout autant. Napoléon est souvent présenté en pied, parfois en buste, de temps à autre à son bureau, le plus souvent en uniforme, rarement en habit de sacre. Il est aussi à cheval ou en voiture. On le découvre sous le pinceau de Louis Ducy, de Georges Rouget, voire de Vigée du Vignot dans l'intimité familiale, mais le plus fréquemment c'est en campagne, bien sûr la plus nombreuse production, partageant le sort de ses soldats, dirigeant la bataille, soulageant la souffrance des hommes, comme à Eylau ou pleurant son ami le maréchal Lannes. Donc rien n'est laissé au hasard et surtout ne saurait manquer à l'appel.
Étape après étape, du moindre événement à la plus importante des situations, Napoléon se retrouve, au gré des interprétations picturales, tel qu'il n'a sans doute jamais été réellement mais comme il voulait que ses contemporains ou les générations futures le vissent faire son entrée dans la postérité. Parfois ce fut même tel que le souhaitait son entourage. Citons le directeur du muséum Dominique Vivant Denon, l'intendant général de la liste civile de la maison de l'empereur Pierre Daru et même Joséphine qui s'y emploie. C'est particulièrement le cas pour la création par Gros des pestiférés de Jaffa ou de la scène centrale du Sacre par David. Seuls les artistes étrangers, dirons-nous moins complaisants, offriront un regard bien différent de l'épopée impériale. À part évidemment Verestchagin ou Steuben qui, l'un comme l'autre, contribuent, chacun à leur manière, à renouveler l'offre proposée et s'inscrivent dans une longue tradition européenne. Le choix des artistes. La plupart des peintres ont traversé les âges et forment un panthéon de pinceaux et de chevalets, qui a régulièrement droit à ses rétrospectives et aux expositions en tout genre. L'empereur, avec sa foisonnante et inaltérable actualité par les publications grand public, les revues, les manuels scolaires, sans oublier les actuels réseaux sociaux, leur assure une régulière et constante vitrine. Ces noms célèbres, les collectionneurs napoléoniens les connaissent parfaitement et le public cite régulièrement leurs productions. Ils ont, il est vrai, influencé graveurs, marchands d'étampes, ainsi que les caricaturistes de tous horizons. Certains ont même reçu la croix de la Légion d'honneur, marque insigne de leur prestige. Mais qui se souvient de Jean Brault peignant la mort de Desaix, de Jean Duplessis-Berthaud lors de l'accession au pouvoir de Bonaparte en Brumaire, d'Anatole Devauche pour la paix d'Amiens, d'Étienne Barthélemy Garnier présentant Napoléon avec ses secrétaires. Il peut citer les noms de René Berton ayant représenté l'épisode berlinois, de Pierre Nolasque Bergeret pour Tilsit, de Nicolas Louis-François Gosse pour Erfurt, de Méry-Joseph Blondel lors de la visite au Conseil d'État, ou ceux d'Alexandre Véron-Bellecour aux Invalides, de Pierre Gautreau lorsque Napoléon est blessé à Ratisbonne, de Lodovico Benuti avant Wagram, de Henri-Frédéric Chopin lors de la dissolution du mariage, d'Alexandre Mangeot lorsque l'empereur est auprès de Marie-Louise et du roi de Rome? On le constate, la liste serait trop longue, surtout si l'on en vient à ajouter les simples amateurs, les proches qui se plaisent à peindre et surtout le bataillon des artistes anglo-saxons, très nombreux et on le comprend aisément avec des moments comme Aboukir, Trafalgar, Waterloo ou Sainte-Hélène, d'Edward Matthew à William Quillet-Orchardon, de Robert Alexandre Illingford à John Watkins Chapman, d'Edward Croft à Sherlock Eastlake. En quelques œuvres. Afin de mieux se fixer les différentes manières de représenter Napoléon à travers les années, 5 portraits paraissent en résumé les exemples cités. Giuseppe Longhi, 1766 à 1831, fait figure de précurseur lors de la première campagne d'Italie. Sans bénéficier de séances de pose comme Antoine Jean Gros pour la bataille du pont d'Arcole, lui se contente de proposer une sorte de portrait robot. Succédant à un croquis également en main privée, la composition par Longhi reproduit les cheveux ébènes du jeune Corse avec quelques reflets éclaircis. Entre les traits de plume du contour se révèle un nez aquilin, une joue légèrement arrondie, de fines lèvres au léger rictus, un œil sombre et dessus un sourcil bien régulier. Le foulard noir sert de tour de cou et cache le col de l'uniforme tricolore. Le bleu et le rouge sont ici rehaussés d'or avec les feuilles, sans doute d'acanthe ou de chêne, le long de la fermeture des boutons. Et une mention, Buonaparte Prem, indique qu'il s'agit du premier portrait connu du futur empereur. Dans un portrait intimiste du premier consul, le peintre anglais Thomas Phillips, qui sera membre de la Royal Academy et profite de la paix d'Amiens, présente le chef de l'État sous des traits bien différents de ses confrères français. Le chef militaire a beau en imposer, on décèle dans le regard des fragilités. N'a-t-il pas écrit dans sa jeunesse ? Toujours seul au milieu des hommes, je rentre pour rêver avec moi-même et me livrer à toute la vivacité de ma mélancolie. De quel côté est-elle tournée aujourd'hui ? Du côté de la mort. Puisque je dois mourir, ne vaut-il pas autant se tuer ? Michel Martin Drolling, lui-même fils et frère de peintre, est un des élèves les plus doués de sa génération. Il a fait partie de l'atelier de David et donc travaillé avec Rouget pour les grandes toiles commémoratives du régime. Dans sa toile, le souverain est de profil à droite, la main posée sur la couronne et l'autre sur le glaive, le pied gauche légèrement avancé et le manteau détaché.
Nous ne sommes plus avec un homme du XVIIIe siècle, mais avec un général romain en plein triomphe. Drolling emploie les nombreuses références découvertes lors son séjour à Rome, à la Villa Médicis. Le trait sûr et la maîtrise des proportions se retrouvent dans le visage et dans les détails des vêtements, mais aussi à travers des couleurs fortement marquées. Pour l'une des dernières représentations de l'exilé à Sainte-Hélène, il s'est passé plusieurs décennies depuis le précédent tableau. Le peintre écossais James Sant propose dans cette toile hallucinée non un portrait mais une véritable interprétation du captif des derniers temps, intitulant son œuvre Napoléon la dernière phase. Le regard est noir, le visage trahit une infinie tristesse. Napoléon est un héros déchu. Sur fond neutre, le cheveu rare, les lèvres pincées, il est marqué par l'épreuve. Ce tableau illustre un ouvrage signé Archibald Philip Primrose, comte de Rosebery, puis se trouve exposé dès 1901 à la Royal Scottish Academy. Enfin, pour terminer, une allégorie. On sait pourtant que l'empereur ne goûtait guère l'exercice. Mais le peintre Moses, dans la légende dorée de Napoléon, met en image l'ultime scène. Cronos a déposé sa faux dans un ciel rougeoyant, et les ténèbres ont gagné Sainte-Hélène. Napoléon s'échappe, il survole l'océan au milieu des nuées. L'aigle aux pieds, le bicorne à ses côtés, le drapeau tricolore maintenu par la hampe à effigie d'aigle, le souverain issu de la Révolution est devenu immortel. Il l'a dit, il n'y a que deux puissances dans le monde, le sabre et l'esprit. J'entends par l'esprit les institutions civiles et religieuses. À la longue, le sabre est toujours battu par l'esprit. Il apporte l'ultime retouche à son œuvre absolue, gravant de son stylet le livre qu'il a tant voulu. Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.